Chapitre 1. Une soirée insolite au Montagu Mansion. J'avais passé la soirée en compagnie d'un vieil ami, Gerald Parker. La réunion était modeste, un petit cercle composé d'environ une demi-douzaine de personnes, en plus de Parker et de moi-même. Naturellement, dès que la conversation s'orienta vers le labyrinthe du marché immobilier londonien, les yeux de Gerald s'illuminèrent. Sa passion était la recherche de logements, un passe-temps qu'il poursuivait avec l'enthousiasme d'un véritable connaisseur. Depuis la fin de la guerre, il avait eu l'occasion d'occuper au moins une demi-douzaine de différents appartements et maisonnettes. À peine s'était-il installé quelque part qu'une nouvelle opportunité se présentait, l'incitant aussitôt à faire ses bagages. Ces déménagements fréquents, souvent réalisés avec un léger bénéfice grâce à son sens aigu des affaires, n'étaient cependant motivés que par le plaisir du jeu. Ce soir-là, alors que nous étions réunis dans le salon chaleureux de notre hôte, la conversation se porta naturellement sur l'un de ses sujets favoris. Nous écoutions Parker avec le respect que l'on porte à un expert. Ce fut bientôt le tour de Madame Robinson, une charmante jeune mariée qui venait tout juste de faire la connaissance de Parker. En parlant d'appartement, dit-elle doucement, avec une lueur de triomphe dans les yeux, « Avez-vous entendu la bonne nouvelle, Monsieur Parker? Nous avons trouvé un appartement, enfin, au Montagu Mansion. » Les yeux de Parker pétillèrent lorsqu'il répliqua, « Eh bien, j'ai toujours dit qu'il y avait des tas d'appartements, mais toujours à un prix. Oui, mais celui-ci n'est pas à prix d'or. Il est carrément donné. 80 livres par an. » insista-t-elle, mêlant émerveillement et incrédulité. Parker se pencha vers elle avec un sourire complice. « Mais, Montagu Mansion se trouve juste à côté de Knightsbridge, n'est-ce pas? Un bel immeuble, de toute évidence. Ou parlez-vous d'un parent moins fortuné du même nom, coincé dans un quartier pauvre? » D'un air mêlé de fierté et d'appréhension, elle confirma. « Non, c'est bien celui de Knightsbridge. Voilà ce qui le rend si merveilleux. » Merveilleux, en effet. C'est un miracle en chair et en os. Mais il doit y avoir un piège quelque part. Un supplément exorbitant, sans doute. Aucun supplément. À peine eut-elle ajouté que Parker s'exclama vivement. Aucun supplément au « Tenez, quelqu'un m'a pris la tête. » Puis, avec un léger froncement de sourcils, Madame Robinson reprit. « Mais nous devons acheter les meubles. » À l'évocation des meubles, l'intérêt de Parker fut d'autant plus éveillé. « Ah !» s'exclama-t-il vivement. « Je savais qu'il y avait un piège. » Madame Robinson, le visage se contractant légèrement, dit « Ce n'est pas étrange, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que l'endroit est hanté ?» Parker répliqua d'un ton catégorique. « Jamais entendu parler d'un appartement hanté. » Elle hésita alors. « Eh non, mais il y avait plusieurs choses dans ce lieu qui m'ont semblé, comment dire, étranges. » J'osai intervenir. Par exemple, « Ah, laissez donc, capitaine Hastings, » plaisanta Parker. « Notre expert en criminologie est de garde. Déchargez-vous auprès de lui, Madame Robinson. Hastings ici est fort adroit pour démêler les mystères. » Je souris, à la fois embarrassé et flatté de jouer ce rôle. Madame Robinson reprit son récit en expliquant le déroulement de cette journée fatidique. Nous nous sommes rendus chez les agents, Stossé et Paul, vous savez, ceux qui d'habitude ne traitent que les appartements onéreux à Mayfair. Pourtant, ils nous parlèrent d'un appartement à 80 livres. Ils hésitèrent, expliquant que cet appartement traînait sur leur registre depuis un certain temps et qu'il l'avait fait visiter par tant de personnes qu'il était presque certain d'être « arraché », comme le disait le commis, mais les visiteurs ne prenaient jamais la peine de le signaler, et puis ils continuaient à envoyer des candidats, ce qui finissait par agacer tout le monde.
Madame Robinson fit une pause, puis poursuivit. Nous les remerciâmes et lui dîmes que nous comprenions bien qu'il serait probablement inadapté, mais que nous aimerions tout de même réserver, au cas où, et nous y allâmes immédiatement en taxi, car, après tout, on ne sait jamais. L'appartement, le numéro 4, se trouvait au 2e étage, et alors que nous attendions l'ascenseur, Elsie Ferguson, une amie à moi, capitaine Hastings, qui cherche elle aussi un appartement, descendit précipitamment en disant « Devant vous pour une fois, ma chère, mais ce n'est pas bon. C'est déjà loué. » Cela sembla clore l'affaire, mais, comme le disait John, l'appartement était si bon marché que nous pouvions nous permettre d'offrir un supplément, une chose horrible à faire, bien entendu, et dont je suis quelque peu honteux de parler. Mais vous connaissez bien les rouages de la recherche d'un logement. Je lui assurai alors que je savais pertinemment que, dans la lutte pour se loger, la nature humaine la plus basse triomphait souvent de la plus noble et que la loi du « chien mange chien » était toujours d'actualité. Alors, nous montâmes, et croyez-le ou non, l'appartement n'était pas loué du tout. La femme de chambre nous le fit visiter. Puis nous rencontrâmes la maîtresse, et l'affaire fut conclue sur le champ. La prise de possession fut immédiate et 50 livres furent demandés pour les meubles. Nous signâmes le contrat le lendemain même, et nous emménagerons dès demain, conclut-elle, triomphante. Et qu'en est-il de Madame Ferguson? Demanda Parker. Donne-moi tes déductions, Hastings. Évidemment, mon cher Watson, répliquai-je en plaisantant, elle s'est tout simplement trompée d'appartement. Oh, capitaine Hastings, quelle perspicacité, s'exclama Madame Robinson, les yeux brillants d'admiration. À cet instant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter que Poirot fût présent pour constater notre échange. J'ai souvent eu l'impression qu'il sous-estimait mes capacités. Chapitre 2. Le lendemain et l'étincelle de la curiosité. Le lendemain matin, encore amusé par les événements de la veille, je rencontrai Poirot dès les premières heures. Son vif intérêt pour l'affaire se manifesta lorsqu'il me questionna en détail sur les loyers et les particularités des appartements dans divers quartiers de Londres. Une histoire curieuse, murmura-t-il d'un ton réfléchi. Excuse-moi, Hastings, mais je dois faire une courte promenade. Après environ 1 heure de marche, il revint, les yeux étincelants d'une excitation particulière. Déposant sa canne sur la table et ajustant délicatement son chapeau, il déclara « Il est bien heureux que nous n'ayons aucune affaire urgente pour le moment, afin de nous consacrer entièrement à la présente enquête. » « Quelle enquête ?» demandai-je, mi-amusé, mi-intrigué par son ton solennel. « Celle sur l'extraordinaire bon marché de l'appartement de Madame Robinson, » répondit Poirot. « Imagine-toi, mon ami, que le loyer réel de ces appartements est de 350 livres sterling, d'après les agents du propriétaire. Et pourtant, cet appartement est sous-loué pour seulement 80 livres. Pourquoi donc ? Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Peut-être est-il hanté, comme le suggérait Madame Robinson, dis-je. Poirot secoua la tête avec désapprobation. Et pourtant, comment expliquer que son ami ait affirmé que l'appartement était loué, pour découvrir, sur place, qu'il ne l'était pas du tout? N'y a-t-il pas à conclure que l'autre femme s'était simplement trompée d'appartement? C'est la seule explication plausible, dis-je. Tu as peut-être raison sur ce point, Hastings, concéda Poirot. Mais il faut noter que de nombreux autres candidats avaient été envoyés pour le visiter. Malgré son prix dérisoire, il était toujours disponible quand Madame Robinson arriva. Cela prouve qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, dis-je, partageant sa perplexité. Poirot plissa les yeux et demanda « Madame Robinson te semble-t-elle être une femme de parole ?»« Elle est charmante, répliquai-je, bien que je commençasse à percevoir un doute. »« Très bien,
Décris-la-moi alors, insista Poirot. Elle est grande, de belle mine, avec des cheveux d'un magnifique roux, des yeux bleus, un teint délicat, et c'est à peu près tout, dis-je. Et son mari? Demanda Poirot, presque nonchalamment. Il est plutôt ordinaire, ni trop clair, ni particulièrement remarquable, juste un homme d'apparence moyenne, répondis-je. Poirot hocha la tête lentement. Il y a des centaines d'hommes comme lui. De toute façon, tu sembles toujours rendre plus de charme à tes descriptions de femmes. Dis-moi, connais-tu quelque chose de plus sur ces personnes? Parker les connaît-il bien? Ce ne sont que des connaissances récentes, je crois. Mais, Poirot, tu ne penses pas. Comment sais-je? Doucement, mon ami. Ai-je dit que je pensais? Je ne fais qu'observer. Et dis-moi, quel est le prénom de la dame? Elle s'appelle Stella, répondis-je, un peu crispé. Poirot esquissa un sourire énigmatique. Stella, une étoile, n'est-ce pas? Et les étoiles donnent de la lumière. Voilà, ne te fais pas prier, Hastings. Nous irons au Montagu Mansion pour obtenir des renseignements supplémentaires. Je le suivis sans rechigner, conscient que rien ne pouvait arrêter le grand détective lorsqu'il se mettait en quête d'un mystère. Les Montagu Mansion étaient elles-mêmes un bel immeuble, en excellent état, avec un portier en uniforme qui se prélassait sur le seuil. Poirot s'adressa directement à lui. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire si monsieur et madame Robinson résident ici ?» Le portier, d'un ton bref et les yeux méfiants, répondit « Non, 4 deuxième étage. »« Je vous remercie. Et depuis combien de temps sont-ils ici ?» insista Poirot. « 6 mois, » répondit sèchement le portier avant de disparaître dans le couloir. Je fus stupéfait. « Impossible !» m'exclamai-je, surpris que madame Robinson ait emménagé si récemment. « 6 mois ?» répéta le portier d'un ton désinvolte. En sortant de l'immeuble, je ne pouvais contenir mon excitation. « Eh bien, Hastings, es-tu convaincu maintenant que les femmes charmantes disent toujours la vérité ?» Je demeurai silencieux, partagé entre étonnement et la réalisation que cette affaire était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. Poirot nous mena ensuite le long de Brompton Road, aux agences immobilières, Hastings. J'ai grand désir d'obtenir moi-même un appartement au Montagu Mansion. Je suis persuadé que plusieurs événements intéressants s'y dérouleront bientôt. Nous eûmes effectivement de la chance. Un appartement, au numéro 8 et situé au 4e étage, meublé à 10 guinées par semaine, fut disponible et Poirot le loua aussitôt pour un mois. À l'extérieur, alors que nous quittions l'immeuble, il me lança avec un sourire. « Mais je fais de l'argent maintenant. Pourquoi ne pas céder à un caprice? D'ailleurs, Hastings, as-tu encore ton revolver? »« Oui, quelque part, » répondis-je, partagé entre excitation et nervosité. « Penses-tu que? Peut-être en auras-tu besoin. Tu sembles apprécier le spectaculaire et le romantique, n'est-ce pas? » Chapitre 3. La nuit de la veillée. Le jour suivant, après notre installation dans nos appartements, un dimanche après-midi paisible fut soudain troublé. L'appartement, agréablement meublé et situé 2 étages au-dessus de celui des Robinson, fut le théâtre d'un événement inattendu. Poirot laissa la porte d'entrée entr'ouverte et, peu après, m'appela d'un geste pressé alors qu'un bruit sourd se faisait entendre en provenance de l'étage inférieur. « Regarde par la balustrade. Est-ce là que se trouvent tes amis? Fais en sorte qu'ils ne te voient pas, » murmura-t-il. Je me penchai et aperçus, avec stupéfaction, un petit groupe de personnes rassemblées en bas. « Ce sont eux, soufflai-je, légèrement tremblant. »« Parfait, » murmura Poirot, le visage empreint de satisfaction. « Attends un instant. » Les minutes s'étirèrent, et l'attente me parut interminable. Mon cœur battait la chamade, chaque grincement dans l'appartement me faisait sursauter. Puis,
Lorsque je crus avoir veillé pendant ce qui me sembla être 8 heures et je découvris plus tard qu'il n'en avait réellement été qu'1 heure et 20 minutes, un léger bruit de grattement attira notre attention. La main de Poirot se posa sur la mienne. Nous nous levâmes. En silence, nous nous dirigeâmes vers le couloir. Le bruit venait de là. Poirot se pencha et chuchota à mon oreille. Devant la porte d'entrée. Ils sont en train de forcer la serrure. Quand je donnerai le signal, et seulement alors, tombe sur lui par derrière et retiens-le fermement. Attention, il aura un couteau. Peu après, un bruit de déchirure se fit entendre, et un cercle de lumière apparut brièvement à travers la porte avant de s'éteindre aussitôt alors que celle-ci s'ouvrait lentement. Nous nous pressâmes contre le mur. J'entendis la respiration d'un homme qui passait. Soudain, son faisceau lumineux s'alluma, révélant notre cachette. À cet instant précis, Poirot murmura « Allez !» En un éclair, nous bondîmes. D'un mouvement vif, Poirot enroula rapidement une légère écharpe en laine autour de la tête de l'intrus pendant que je lui immobilisais les bras. En même temps, je lui arrachai un poignard de la main et, brandissant mon revolver pour signaler que la résistance était vaine, je lui fis comprendre, du regard, qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. L'homme, désormais désarmé et contraint, cessa de se débattre alors que Poirot, gardant l'écharpe bien serrée autour de sa bouche, lui murmurait quelques instructions. Après 1 minute, l'intrus acquiesça. Poirot nous fit alors signe de garder le silence et nous le conduisit discrètement vers l'escalier. Nous descendîmes ensemble, le prisonnier à nos côtés, et je suivis, toujours le revolver en main. Une fois dans la rue, le froid de la nuit nous saisit. Poirot se tourna vers moi et déclara « Il y a un taxi qui nous attend au coin de la rue. Donne-moi le revolver, nous n'en aurons plus besoin. » Et s'il tente de s'enfuir, m'inquiétais-je. Poirot sourit. Il ne le fera pas, Hastings. En quelques instants, je récupérai le revolver et le lui remis. L'écharpe fut retirée du visage de l'intrus, et à ma grande surprise, je remarquai qu'il n'était pas japonais, comme nous aurions pu le supposer, mais bel et bien italien. Nous montâmes ensuite dans le taxi, et Poirot donna au chauffeur une adresse à St. John's Wood. Je restais complètement abasourdi par la rapidité des événements, bien que j'eus souhaité demander à Poirot où nous nous dirigions, la présence du prisonnier ne laissait guère de place aux questions. Le taxi nous déposa devant une petite maison discrète, reculant de la route principale. Un passant, visiblement éméché et titubant, alla presque percuter Poirot, qui lui lança quelques mots acerbes que je ne parvins pas à saisir. Nous montâmes les marches de la maison. Poirot sonna et nous fit signe de nous tenir à l'écart. Après quelques instants, une lumière apparut au-dessus du Judas et la porte s'ouvrit légèrement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» gronda une voix masculine d'un ton autoritaire. « Je demande le docteur. »« Ma femme est très mal, » répondit Poirot calmement. « Il n'y a pas de docteur ici. » L'homme se préparait à refermer la porte, mais Poirot, d'un geste adroit, y planta son pied. Adoptant une attitude quasi caricaturale d'un Français exaspéré, il déclara « Quoi? Vous dites qu'il n'y a pas de docteur? Je vais faire appel à la loi. Vous devez venir immédiatement. Je resterai ici à sonner toute la nuit. » La porte s'ouvrit davantage, et un homme vêtu d'un peignoir et de chaussons apparut, lançant un regard inquiet pour apaiser Poirot. « Je vais appeler la police, » dit-il précipitamment. D'un geste sec, Poirot le poussa, le faisant chanceler dans les escaliers. En moins d'1 minute, nous étions tous trois à l'intérieur et la porte fut verrouillée. « Vite, par ici !» ordonna Poirot en nous guidant dans une pièce adjacente, où il alluma la lumière d'un geste vif. « Et toi, cache-toi derrière le rideau, » dit-il à l'Italien, qui se glissa aussitôt derrière les lourds plis de velours rose encadrant la fenêtre.
À peine eut-il disparu qu'une femme fit irruption dans la pièce. Elle était grande, aux cheveux roux flamboyants, vêtue d'un kimono écarlate moulant sa silhouette avec grâce, et son visage exprimait une vive panique. « Où est mon mari ?» s'écria-t-elle d'une voix aiguë, jetant autour d'elle un regard effrayé. « Qui êtes-vous » Poirot s'avança en s'inclinant légèrement. « J'espère que votre mari ne souffre pas du froid. J'ai remarqué qu'il portait des chaussons et un peignoir, signe qu'il avait choisi de se tenir au chaud. » La femme, sur la défensive, répliqua vivement. « Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Il est vrai que nous n'avons pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance, madame, répondit Poirot avec une courtoisie mesurée. Mais il est fort regrettable qu'un de nos compagnons soit venu spécialement de New York pour vous rencontrer. » Au même instant, le rideau se détourna davantage et l'Italien en sortit. À mon grand effroi, je constatai qu'il brandissait mon revolver que Poirot avait, semble-t-il, malencontreusement laissé dans le taxi. La femme poussa un cri perçant et se mit à fuir, mais Poirot se plaça rapidement devant la porte fermée. « Laissez-moi passer » s'écria-t-elle. « Il va me tuer. » L'Italien, d'une voix rauque, s'exclama. « C'est lui qui a fait mourir Luigi Valdarno, n'est-ce pas ?» tout en agitant l'arme et en nous toisant tour à tour. Nous n'osions bouger. « Mon Dieu, Poirot, c'est affreux. Que faisons-nous » m'écriai-je. « Fais preuve de silence, Hastings » rétorqua Poirot d'un ton ferme et calme. « Je te garantis que notre compagnon ne déchargera pas tant que je ne lui aurai donné l'ordre. » L'Italien, visiblement irrité, répliqua d'un air menaçant. « Vous ne pouvez pas me faire confiance, hein ?» Mais soudain, la femme se tourna vivement vers Poirot. « Que voulez-vous » Poirot s'inclina respectueusement. « Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insulter l'intelligence de Madame Hard en vous révélant plus de détails. » D'un geste vif, la femme attrapa un grand chat en velours noir qui servait de cache pour le téléphone. « Ils sont cousus dans la doublure, » murmura-t-elle, révélant ainsi un indice subtil. « Astucieux » murmura Poirot avec appréciation, observant le chat. Il s'écarta légèrement pour laisser retomber le rideau et, s'adressant à l'Italien d'un ton réprimandant mais calme, déclara « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai sauvé d'une pendaison. Ne pense pas que notre belle dame s'enfuira. Non, non, la maison est surveillée, à l'avant comme à l'arrière. Bientôt, la police interviendra. N'est-ce pas rassurant ?» L'Italien, furieux, fut autorisé à quitter la pièce. « Mais prends garde, sois très prudent », ajouta Poirot avant que l'Italien ne disparaisse. Au même instant, un coup retentit à la porte. « Comment avez-vous trouvé cette adresse ?» demandai-je en suivant Poirot dans le couloir. « N'aviez-vous pas fait suivre la première Madame Robinson lorsqu'elle avait quitté l'autre appartement ?»« À la bonne heure, Hastings. Tu commences enfin à user de tes ménages. Maintenant, pour surprendre Japp, dit-il en se faufilant furtivement et en plaçant la tête du chat autour du rebord de la porte, puis en poussant un « miaou » perçant. L'inspecteur Japp, qui se tenait dehors avec un autre agent, sursauta malgré lui. « Oh, ce n'est que Monsieur Poirot avec une de ses petites plaisanteries. Laissez-nous entrer, mon vieux. » « Avez-vous bien sécurisé notre prisonnier ?» demanda Poirot, le sourcil levé. Japp répondit. « Oui, il est bien attaché, mais il n'a pas encore révélé tous ses secrets. »« Je vois. Vous êtes venu fouiller ? Alors, permettez-moi de vous faire une petite conférence sur l'histoire et les habitudes du chat domestique, » déclara Poirot. « Pour l'amour du ciel, êtes-vous devenu fou ?» répliqua Japp. Le chat, déclara Poirot, était vénéré par les anciens Égyptiens et demeure un symbole de chance lorsqu'un chat noir croise votre chemin. Ce chat,
en croisant votre route ce soir, vous a guidé, Jap. Quant à l'intérieur de cet animal, il est délicatement doublé. Je fais référence à sa garniture. À cet instant, un second homme saisit le chat des mains de Poirot. « J'ai oublié de me présenter, » dit-il en tendant la main. « Je suis Monsieur Burt, du service secret des États-Unis. » Les doigts experts de Monsieur Burt se mirent aussitôt à chercher ce qu'ils devaient trouver. Après un court instant d'hésitation, il se redressa et dit « Ravi de vous rencontrer », d'une voix posée. Chapitre 4 – La toile de l'espionnage international. Cette nuit-là, alors que l'horloge sonnait les heures solennelles, je méditais sur les événements tumultueux de la soirée dans la lumière vacillante des bougies de notre appartement temporaire. Il était difficile de croire que ce qui avait commencé comme une simple conversation sur un appartement bon marché s'était transformé en un enchevêtrement d'intrigues internationales, d'espionnage et de péripéties domestiques. Les déductions de Poirot avaient déjà éclairé un fil reliant l'appartement des Robinson à un stratagème élaboré. Le constat que le loyer réel des appartements avoisinait les 350 livres sterling, tandis que celui-ci n'était que de 80 livres sterling, ne pouvait être qu'une erreur apparente. Non, c'était une ruse soigneusement orchestrée destinée à attirer un ensemble particulier d'individus. Comme un horloger expert, Poirot assemblait chaque détail apparemment anodin pour former un tableau cohérent. Je m'assis près de la fenêtre, regardant la rue assombrie, et méditer sur l'importance du nom Robinson. Aussi commun que ce nom puisse paraître, l'insistance de Poirot sur sa banalité indiquait une ruse ingénieuse. Selon lui, un stratagème avait été ourdi par un réseau tentaculaire, la mafia, peut-être même la Camorra, afin de détourner l'attention de ceux qui poursuivaient Madame Elsa Hard, une espionne internationale présumée. En louant l'appartement à un prix anormalement bas, ils avaient tendu un piège. D'innombrables candidats, portant le nom Robinson, se précipiteraient et l'un d'eux, la proie involontaire, déclencherait une réaction permettant de démasquer la véritable espionne. Poirot avait pris son propre appartement au-dessus de celui des Robinson, et sa vigile nocturne démontrait sa détermination à découvrir la vérité. Alors que j'avais d'abord craint la nuit et ses bruits, je comprenais désormais que ces risques étaient calculés pour débusquer les conspirateurs. Il y avait dans sa méthode une élégance discrète, une certaine maîtrise de l'espace des Montagu-mentions qui servait ses desseins. Chapitre 5 – Ombre du passé et fils d'intrigue. Les jours suivants, l'enquête gagna en urgence. Poirot, avec son énergie habituelle, entreprit de reconstituer minutieusement la chronologie des événements. Autour d'une tasse de thé dans notre modeste appartement, il et moi passâmes en revue divers documents, menant des enquêtes discrètes auprès du syndic de l'immeuble et des agents locaux. Chaque détail était examiné, l'historique des loyers, l'écart inexplicable entre la valeur marchande et le prix de sous-location, ainsi que les apparitions inhabituelles des occupants. J'appris, par le biais de conversations confidentielles avec le portier et quelques résidents, que l'emménagement des Robinson dans le numéro 4 était en effet récent. 6 mois, avait affirmé le portier. Pourtant, l'identité du couple me laissait perplexe. Les traits délicats et les cheveux roux flamboyants de Madame Robinson étaient inoubliables, et son comportement avait été à la fois charmant et empreint d'un secret non révélé. Quant à son mari, un homme à l'allure moyenne et à l'histoire anodine, il dégageait une étrange anonymat. Un soir, déambulant dans les rues calmes de Knightsbridge, je fus engagé dans une conversation avec un voisin âgé, un fonctionnaire retraité amateur de commérage. On raconte que les Robinson se sont installés sous un voile de mystère, murmura-t-il d'une voix grave. Des bruits étranges, des murmures d'agents internationaux, et un nom si commun qu'on en serait surpris de son implication.
Je le remerciai pour ces informations et rentrai rapidement à l'appartement où Poirot m'attendait avec de nouvelles précisions. « Hastings, déclara-t-il, j'ai obtenu une confirmation supplémentaire. Le loyer officiel de ces appartements est bel et bien d'environ 350 livres sterling. Et pourtant, l'appartement de Madame Robinson est sous-loué pour seulement 80 livres sterling. Ce décalage, associé à la manière dont il a été acquis, révèle une manipulation délibérée. » Les yeux de Poirot brillaient d'intensité lorsqu'il poursuivit. « Il existe des indices recueillis par nos amis de Scotland Yard et du service secret américain, suggérant que Mademoiselle Elsa Hard n'est pas simplement une chanteuse de concert, mais bel et bien une espionne internationale aguerrie. L'histoire du vol de plan naval sensible et la mystérieuse mort d'un Italien nommé Luigi Valdarno ne serait qu'un écran de fumée destiné à dissimuler sa véritable identité. J'avais du mal à croire que cette machination, qui commençait avec un simple appartement, était en réalité un stratagème élaboré. « Tu penses donc que toute cette affaire n'est qu'une mise en scène ?» demandai-je, ma voix mêlée d'excitation et d'appréhension. « Précisément, mon ami, répondit Poirot. Le loyer bas est un appât. Il est destiné à attirer un grand nombre de candidats portant le nom de Robinson afin que, le moment venu, le véritable coupable soit démasqué par son orgueil. Il faut aussi noter que l'interrogation d'un Italien au sujet des occupants du numéro 4 ce matin n'est pas fortuite. Chapitre 6. Le rétrécissement du cerceau. C'est par un mercredi pluvieux que le piège se resserra autour de notre insaisissable cible. Poirot, dès l'aube, organisa une réunion discrète avec l'inspecteur Japp et M. Burt dans un café tranquille près de St. John's Wood. Autour de tasses de thé fumantes et dans le murmure feutré des conversations, ils échangèrent leurs conclusions. « Inspecteur, » déclara Poirot d'un accent français mesuré, « nous sommes confrontés à une affaire qui dépasse les frontières. Les détails concernant les activités de Mademoiselle Hard indiquent qu'elle est impliquée dans plusieurs opérations secrètes ces derniers mois. » Japp, bien que bourru, écoutait attentivement. « Vous me dites donc qu'un simple appartement au Montagu Mansion pourrait être l'épicentre d'un réseau d'espionnage international. » Exactement, dit M. Burt, sa voix traçant l'autorité de l'Américain. Les documents volés au sein d'un département gouvernemental américain, des plans qui dévoileraient des défenses navales critiques, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il en va de bien plus que de simples locations immobilières. La conversation devint animée, les théories se succédant, chacune plus audacieuse que la précédente. Il devint évident que le réseau de Mademoiselle Hard s'étendait bien au-delà des rues familières de Londres. À Washington, des agents surveillaient des activités suspectes, tandis qu'à New York, les rumeurs du départ soudain et de la mort mystérieuse de Luigi Valdarno faisaient des vagues dans le milieu du renseignement. De retour dans notre appartement, je peinais à comprendre l'ampleur du drame. Le monde que je connaissais, des soirées tranquilles et une société respectable, avait été bouleversé par des secrets et des mensonges. Chaque visage, chaque conversation, semblait désormais chargé de double signification et d'intentions cachées. Je ne pouvais plus distinguer amis et espions. L'enquête de Poirot s'intensifiait. Il se rendait régulièrement aux archives locales, rencontrait d'anciens agents et compilait un dossier couvrant plusieurs mois. Une nuit, dans une ruelle pluvieuse près de la Tamise, il rencontra un informateur dont les yeux fuyants murmurèrent. On dit que Mademoiselle Hard a été aperçue sous divers déguisements, toujours dans l'ombre, toujours un pas en avance. Ces paroles, murmurées avec une urgence contenue, ajoutaient une nouvelle couche à l'énigme. Les découvertes de Poirot montrèrent que la sous-location de l'appartement des Robinson n'était qu'un coup de théâtre dans un jeu d'échecs international,
impliquant espionnage, réseau criminel et intrigue politique. La présence de l'Italien lors de notre précédente rencontre n'était pas le fruit du hasard. Il était, en réalité, un pion dans une partie jouée par des maîtres dont la portée nous dépassait. Chapitre 7. La confrontation. Le point culminant de notre enquête arriva par une nuit embrumée, lorsque Poirot, Japp, Monsieur Burt et une équipe restreinte d'officiers se préparèrent à intercepter une réunion clandestine dans un entrepôt abandonné près des quais de Londres. L'atmosphère était lourde d'anticipation, et chaque ombre semblait cacher un danger. Poirot, le visage grave mais résolu, nous adressa la parole à voix basse. Ce soir, nous allons affronter ceux qui osent jouer avec des affaires internationales. Restez vigilants, la moindre erreur pourrait être fatale. Sa voix calme et autoritaire nous rassurait malgré la tension qui faisait vibrer l'air. L'entrepôt se dressait devant nous, une vaste bâtisse en ruine, ses fenêtres brisées et sa façade décrépite évoquant des secrets oubliés depuis longtemps. Nous nous faufilâmes à l'intérieur, nos pas résonnant dans le vaste espace désert. Chaque recoin, chaque poutre rouillée semblait murmurer des avertissements. Dans un coin isolé, à l'abri de la lumière, se trouvait un petit groupe d'individus engagés dans des conversations furtives. Les yeux perçants de Poirot notèrent chaque détail, le scintillement d'une cigarette, l'éclat d'armes dissimulées, l'échange subtil de documents. Parmi eux se trouvait l'Italien au teint sombre que nous avions rencontré plus tôt, son attitude marquée par une vigilance discrète. « Arrêtez-vous » lança Poirot d'une voix ferme, rompant le silence. Les conspirateurs se dispersèrent dans un chaos soudain alors que les hommes de Japp se précipitaient. Dans la mêlée qui s'ensuivit, une lutte éclata, et je me retrouvai face à face avec un agent, un homme aux yeux d'acier et au regard déterminé. Nous nous battîmes avec acharnement, mon revolver toujours fermement tenu. Dans cet instant chargé d'adrénaline, chaque détail, l'odeur du béton humide, le bruit des pas précipités, le choc des coups se cristallisaient en une unique et inoubliable seconde. Soudain, l'agent céda, et je le retrouvai immobilisé sur le sol froid. Poirot s'avança, d'un pas mesuré, et déclara d'une voix douce mais implacable. « Nous t'avons eu. Tu vas nous révéler tout ce que tu sais sur ce réseau, sur Mademoiselle Hard et sur le véritable dessein de la sous-location de l'appartement des Robinson. » L'homme, conscient que son sort était scellé, éclata en une avalanche de confessions. Il révéla que Mademoiselle Hard avait orchestré toute cette supercherie, un stratagème transparent destiné à masquer sa véritable identité et à détourner l'attention des services de renseignement américains et britanniques. Sa prétendue relation avec un mari ou un frère n'était qu'une invention, une couverture savamment élaborée pour dissimuler ses activités clandestines. Les documents volés au gouvernement américain n'étaient qu'un volet d'un plan plus vaste, un réseau d'espions et de criminels dont les manœuvres menaçaient de faire vaciller la stabilité des relations internationales. Au fur et à mesure que l'homme se confiait, les pièces du puzzle se mirent en place. L'Italien au teint sombre n'était pas un acteur indépendant, mais un opérateur agissant sous les ordres de supérieurs. Même les détails apparemment insignifiants, le prix modique de l'appartement, l'ordinarité du nom Robinson avaient été calculés pour dissimuler la véritable ampleur de l'opération. Poirot, écoutant attentivement, hocha lentement la tête. « Tout se met en place, » murmura-t-il. L'agenda de Mademoiselle Hard consiste à canaliser des informations sensibles vers des puissances étrangères, et elle a utilisé la sous-location de cet appartement comme leurre pour piéger ceux qui, par inadvertance, viendraient se mêler à ses affaires. L'inspecteur Japp intervint, son visage empreint de détermination sévère. Et notre collègue de New York, Monsieur Burt, quel rôle joue-t-il dans tout cela ?
Monsieur Burt expliqua qu'il suivait depuis plusieurs semaines les mouvements des agents de Mademoiselle Hard. J'ai été envoyé par le service secret américain pour surveiller des activités suspectes à Londres. Nos intérêts se sont croisés sur cette affaire, et maintenant que nous avons mis la main sur ces agents, nous pouvons commencer à démanteler ce réseau, pièce par pièce. Chapitre 8. Défaire les fils de l'intrigue. Dans les jours qui suivirent la confrontation dramatique à l'entrepôt, Londres fut en ébullition, les rumeurs d'un réseau d'espions internationaux se propageant comme une traînée de poudre. L'histoire de l'appartement bon marché au Montagu Mansion captiva l'imagination du public, une saga de tromperies, d'espionnage et d'interventions audacieuses. Mais en arrière-plan, les complexités réelles de l'affaire se dévoilaient peu à peu. Poirot et moi regagnâmes notre modeste logis avec un sentiment mêlé de satisfaction et de conscience que la justice n'était acquise qu'en partie. Autour de tasses de thé et dans de longues discussions, nous cataloguâmes minutieusement les preuves recueillies. Chaque document, chaque aveu était examiné avec une rigueur quasi chirurgicale. Je me surpris à relire inlassablement chaque conversation de cette nuit fatidique, le taxi précipité, la lutte silencieuse dans le hall, les révélations chuchotées derrière des portes closes. Hastings, expliqua Poirot un matin d'un ton posé, il ne suffit pas de capturer les agents. Il nous faut comprendre la structure de ce vaste réseau, hiérarchisé de manière à ce que nous puissions enfin arrêter Mademoiselle Hard et ses complices. Il organisa bientôt une rencontre avec les hauts responsables de Scotland Yard pour leur présenter les preuves accumulées. L'inspecteur Japp, bien que pragmatique, ne put cacher un certain respect pour l'ingéniosité de Poirot. « Tu as réussi, Poirot », admit à contre-cœur, à transformer ce qui semblait être un simple différend immobilier en une affaire d'espionnage international. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Un des documents récupérés dans l'entrepôt, un morceau de papier chiffonné portant des codes énigmatiques et des références à des lieux en Europe, laissait présager d'autres couches à la conspiration. Poirot, dans sa persévérance légendaire, passa de longues heures à déchiffrer ce message. Ses yeux brillaient de l'excitation du défi, et je l'observais assembler les indices qui auraient déconcerté un esprit moins affûté. Nous avons affaire à un réseau qui s'étend sur plusieurs pays, commenta-t-il lors de l'une de nos longues discussions. Chaque détail, si insignifiant soit-il, fait partie d'un dessin bien plus grand. Reste sur tes gardes, Hastings, car ceux qui œuvrent dans l'ombre ne reculeront devant rien pour mener à bien leur plan. Au milieu de notre enquête, un incident curieux se produisit, mêlant amusement et inquiétude. Un après-midi pluvieux, alors que je traversais une rue animée de Londres, je remarquai une vieille dame vendant des fleurs sur le trottoir. Dans son panier, elle tenait une unique rose noire, une anomalie au milieu des teintes éclatantes de ses autres fleurs. Je repensai aux propos de Poirot concernant la symbolique du chat noir et la superstition qui l'entoure. Ne serait-ce pas, pensais-je, un indice de plus? J'achetai la rose, dont les pétales veloutés et sombres semblaient murmurer des secrets, et la conservai précieusement. Ce soir-là, je la présentai à Poirot qui l'examina avec un froncement de sourcils pensif. « Une rose noire ?» observa-t-il doucement. « Dans certaines cultures, la rose noire symbolise le secret et la trahison. Ce pourrait être un autre signe, un rappel discret de la perfidie qui sous-tend toute cette affaire. » Ces paroles résonnèrent en moi, renforçant ma détermination à mener l'enquête jusqu'au bout. Au fil des jours, nos efforts commencèrent à porter leurs fruits. Sous interrogatoire, les agents capturés livrèrent de nouveaux éléments sur les opérations de Mademoiselle Hard. Des détails émergèrent au sujet de réunions secrètes dans des recoins obscurs de Londres,
de livraisons clandestines de documents et de messages codés envoyés par courrier entre diverses nations. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la ville, Poirot et moi nous retrouvâmes dans notre appartement pour discuter des dernières révélations. L'atmosphère était lourde, chargée de la gravité des découvertes, mais aussi d'un espoir naissant, la certitude qu'en persévérant, nous dévoilerions enfin toute la vérité. « Hastings », dit Poirot en se penchant en avant avec intensité, « notre prochaine étape doit être de confronter directement Mademoiselle Hard. Nous avons ses agents en détention, mais elle demeure libre. Je la soupçonne d'être désormais consciente que sa façade bien construite s'effrite. Nous devons la pousser à se dévoiler, et une fois qu'elle sera en vue, elle n'aura plus d'échappatoire. » Je hochai la tête, conscient du risque que représentait cette confrontation finale. « Et comment proposes-tu de procéder, Poirot ?» Il esquissa un sourire lent et énigmatique. « En utilisant elle-même la ruse qu'elle a élaborée. Nous annoncerons, par tous les canaux, que l'appartement au Montagu Mansion est de nouveau vacant. Le nom Robinson est trop commun pour rester inconnu longtemps. Je suis persuadé que, sous peu, la seconde Madame Robinson fera son apparition. Par conséquent, Mademoiselle Hard sera forcée de se montrer. » Chapitre 9. La seconde Madame Robinson. La stratégie était à la fois simple et audacieuse. En publiant l'annonce d'un nouvel appartement vacant au Montagu Mansion, cette fois sous le nom discret de Robinson, les conspirateurs seraient contraints d'agir. En quelques jours, la nouvelle se répandit dans le marché immobilier londonien et les demandes affluèrent. Un matin vif, alors que je déambulais le long de Brompton Road, j'aperçus une agitation inhabituelle devant l'immeuble des Montagu Mansion. Les agents de gestion, accompagnés de quelques curieux, consultaient avec empressement les registres et répondaient aux questions concernant l'appartement vacant. L'énergie qui émanait de ce lieu était presque électrique, comme si les murs eux-mêmes pressentaient la tempête imminente. Poirot arriva promptement, le visage résolu. « Hastings, observe cette effervescence. Bientôt, notre cible sera parmi eux. Nous devons rester patients. » Au fil de la journée, une figure marquante émergea parmi les candidats potentiels. Une femme élégante, grande, aux longs cheveux roux et aux yeux d'un bleu limpide. Sa démarche était assurée et son allure dégageait une autorité discrète. Un frisson de reconnaissance me parcourut. Ne s'agissait-il pas de la seconde Madame Robinson, celle destinée à servir d'appât pour Mademoiselle Hard? Les yeux de Poirot se plissèrent tandis qu'il observait la femme discrètement. « Voilà, Hastings, murmura-t-il. Elle correspond exactement à nos prédictions, une femme d'une beauté raffinée et d'une détermination silencieuse. Il est fort probable qu'elle soit liée au réseau de Mademoiselle Hard. » Au fur et à mesure que la journée avançait, cette mystérieuse femme engagea des conversations feutrées avec le personnel de l'immeuble. Elle questionna avec courtoisie sur l'historique de l'appartement, sur ses précédents occupants, et même sur les conditions du bail. Pour les non-initiés, elle semblait simplement une acheteuse intéressée. Mais l'œil aiguisé de Poirot ne manqua aucun détail. Le moindre changement dans son expression, la grâce discrète avec laquelle elle parcourait la pièce, laissant transparaître un savoir caché. Plus tard dans la soirée, après que les formalités eurent été accomplies et que l'immeuble s'était reposé dans le calme nocturne, Poirot et moi nous retrouvâmes dans notre appartement. « Le piège est posé », déclara-t-il d'un ton grave. « D'ici demain, nous attendons un développement significatif. Notre prochaine manœuvre sera de suivre discrètement cette femme et de déterminer son lien avec Mademoiselle Hard. » Cette nuit-là, une fois de plus, je me retrouvais en état d'alerte, enveloppé par la lueur tamisée de la lampe du salon, relisant nos notes et méditant sur ces événements extraordinaires. Le prix dérisoire,
l'intervention à minuit, les rencontres clandestines. Tous les éléments du puzzle commençaient à s'assembler. Je savais cependant que la confrontation finale avec Mademoiselle Hard serait la plus périlleuse de toutes. Chapitre 10. L'affrontement final. C'est lors d'une soirée éclairée par la lune, plusieurs jours plus tard, que le point culminant de notre intrigue se matérialisa. La mystérieuse seconde Madame Robinson fut aperçue quittant les Montagu Mansions en pleine nuit. Poirot, Japp, Monsieur Burt et une équipe d'officiers de confiance se mirent en route pour l'intercepter. Nous la suivîmes à travers les ruelles étroites et sinueuses de Knightsbridge, nos pas silencieux sur les pavés humides d'une ville aux allures de labyrinthe. La tension était à son comble, chaque ombre semblait receler une menace. Je serrai mon revolver, conscient du poids de notre mission et de la peur qui se mêlait à ma détermination. Après ce qui parut une éternité, nous parvînmes enfin à la coincer dans une cour isolée derrière une maison de ville ancienne. La femme s'arrêta, jetant un regard empreint de résignation vers l'arrière. Poirot s'avança d'un pas mesuré, la voix calme et assurée. « Madame, je vous prie de bien vouloir nous accompagner pour un interrogatoire approfondi. N'ayez aucune crainte. » Ses yeux, d'un bleu perçant et d'une intensité presque lumineuse, scrutèrent Poirot avec froideur. « Je n'ai rien à cacher, Monsieur Poirot, répondit-elle d'un ton posé, mais chargé de sens. Cependant, alors que nous la conduisions dans un lieu sur une maison de sûreté, mise à disposition par Scotland Yard, il devint vite évident qu'elle n'était pas la simple femme sans histoire qu'elle paraissait être. Derrière son calme se cachait la résolution d'une personne qui avait joué ce jeu dangereux depuis trop longtemps. Au fil des heures, sous l'assaut incessant des interrogatoires, la femme révéla l'ampleur de la conspiration. Son véritable nom, longtemps dissimulé sous divers pseudonymes, était en réalité Elsa Hard. Elle confessa que l'appartement aux Montagu Mansions n'avait été qu'une première manœuvre dans un plan plus vaste destiné à détourner l'attention des services de renseignement et à faciliter le transfert clandestin de documents sensibles vers des gouvernements étrangers. Son réseau s'étendait bien au-delà de Londres, impliquant de nombreux opérateurs dont l'identité resterait à jamais enveloppée de mystère. Alors qu'Elsa s'exprimait, je pouvais lire dans ses yeux une fatigue mêlée de regrets, de défis et de résignation. Poirot écoutait attentivement, chaque mot, chaque geste trahissant la profondeur de sa compréhension. « Vous avez orchestré une supercherie ingénieuse, madame, dit-il doucement une fois son récit achevé. Mais, au final, votre stratagème a échoué. La justice va rattraper vos agissements et ceux de vos complices. » À cet instant chargé d'émotion, la toile de mensonges se déroula sous nos yeux. Les documents volés, les plans navals dérobés et le réseau international d'espions et de criminels se révélèrent intimement liés aux agissements d'Elsa Hard. L'inspecteur Japp, le visage sévère, déclara qu'une série d'enquêtes allait bientôt mettre au jour chaque détail de la conspiration, tandis que M. Burt confirmait que le service secret américain se préparait à extrader plusieurs suspects pour les traduire en justice aux États-Unis. Chapitre 11. Après l'orage, réflexion et conséquences. Les jours qui suivirent notre confrontation tumultueuse furent marqués par une frénésie médiatique et une succession de procédures judiciaires. Elsa Hard fut placée en détention dans un établissement de haute sécurité, en attendant son procès pour les innombrables infractions commises contre la sécurité de l'État. La révélation de ce réseau d'espionnage international fit l'effet d'une déflagration, entraînant une série d'arrestations et le démantèlement progressif d'un réseau autrefois redoutable. Poirot, toujours le détective méditatif, prit le temps de revisiter les événements qui s'étaient déroulés. « Hastings,
dit-il un après-midi alors que nous contemplions la pluie ruisselant sur les rues de Londres. Cela nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses. Un appartement apparemment ordinaire peut dissimuler des secrets extraordinaires, et même le nom le plus commun peut servir de masque à de grandes conspirations. Je l'écoutais, conscient que chaque moment, l'adrénaline de la veillée nocturne, la tension de la poursuite, la désillusion d'un mensonge démasqué avait contribué à une compréhension plus profonde de la nature humaine et de la complexité de la vérité. Cette affaire avait été une leçon de vigilance, de confiance et de l'interaction imprévisible entre le destin et la recherche de la vérité. L'inspecteur Japp lui-même se montrait pensif. Dans un rare moment de franchise, il admit à Poirot: « Tu as réussi à transformer ce qui semblait n'être qu'un différend immobilier en une affaire d'espionnage international. Je te félicite, Poirot, même si cela complique mon travail. » Poirot esquissa alors un sourire subtil. « La vérité, mon cher inspecteur, se cache souvent sous nos yeux. Ce n'est qu'en usant de nos méninges pour aller au-delà de l'évidence que nous parvenons à démêler la toile du mensonge. » Alors que l'affaire touchait à sa fin, l'appartement au Montagu Mansion devint le symbole à la fois du mystère et de la résolution, un rappel que derrière chaque façade ordinaire se cache une histoire insoupçonnée. Le rôle de Madame Robinson, à la fois appât et victime, n'était qu'un chapitre dans un récit plus vaste. Avec le temps, l'immeuble devint lui-même l'objet de légendes chuchotées parmi les habitants de Londres, un avertissement pour ceux qui, en cherchant à se fondre dans la masse, pourraient involontairement dissimuler des vérités extraordinaires. Chapitre 12, épilogue: la danse éternelle des secrets et de la vérité. Au final, l'histoire de l'appartement bon marché au Montagu Mansion n'est pas simplement celle d'une tromperie et d'un espionnage international. C'est le récit d'une ingéniosité humaine et d'une résilience face aux forces du mensonge, un témoignage que, même face aux mystères les plus insondables, la lumière de la vérité finit toujours par percer l'obscurité. On dit que dans chaque moment ordinaire se cache la potentialité d'une révélation extraordinaire. Les événements survenus dans cet appartement nous rappellent que chaque ombre recèle une histoire, et que même le nom le plus banal peut dissimuler des secrets d'une envergure insoupçonnée. Et ainsi, chaque nouveau jour à Londres réveille en nous la mémoire de ces nuits passées, un murmure silencieux nous invitant à croire que, dans la danse entre les secrets et la vérité, c'est toujours ceux qui osent chercher la lumière qui l'emportent. Chapitre 13. Réflexion dans le sillage de l'intrigue. Les mois passèrent depuis le dévoilement d'Elsa Hard et le démantèlement de son réseau international. La vie à Londres reprit peu à peu son cours habituel, mais le souvenir de ces événements tumultueux resta gravé dans mon esprit tel une ombre persistante. Je repensais souvent à la veillée de minuit, à la lutte intense dans le hall, et aux yeux perçants de cette femme qui avait été à la fois un mystère et la clé d'un puzzle plus vaste. Un soir d'automne glacial, alors que je m'installais dans un pub tranquille près de St. John's Wood, j'entendis deux habitués discuter à voix basse des récentes affaires d'espionnage. Qui aurait cru qu'un appartement loué à 80 livres pourrait ouvrir la porte à un tel scandale? Disait l'un d'eux. C'est comme si le banal masquait l'extraordinaire. Je souris intérieurement, sachant que la vérité se cache souvent derrière ce qui semble ordinaire. Ce fut à ce moment-là que je résolus de consigner par écrit cette série d'événements, un récit montrant comment une soirée apparemment anodine en compagnie d'amis avait mené au dénouement d'une vaste conspiration. Peut-être que, par la suite, mon témoignage servirait d'avertissement à ceux qui oublieraient que la frontière entre le quotidien et l'intrigue est bien mince. Poirot, ce gardien infatigable de la vérité, continuait de s'atteler à d'autres affaires avec sa précision légendaire, mais, à chacune de nos rencontres,
Il ne manquait pas de rappeler l'importance des secrets et de la confiance. « Hastings, me disait-il parfois d'un ton songeur, souviens-toi que même sous le soleil le plus éclatant, des ombres persistent. Elles sont les témoins silencieux de nos actes, les gardiennes de nos vérités. » Je gardai ces mots en mémoire, me promettant de rester toujours curieux et vigilant. Car dans un monde aussi complexe que le nôtre, la quête de la vérité est un chemin sans fin, un chemin qui exige à la fois l'esprit d'un détective et l'âme d'un poète. Chapitre 14. L'héritage des Montagu-Mention. Avec le temps, les Montagu-Mention prirent une réputation bien au-delà de leur façade imposante. L'immeuble devint l'objet de récits murmurés parmi les chercheurs d'appartements de Londres, un rappel que derrière chaque pierre, chaque porte, se cache une histoire attendant d'être racontée. Les nouveaux locataires, inconscients du passé chargé de mystères de l'appartement, allaient et venaient au gré du pouls de la ville. Pourtant, ceux qui prenaient le temps de s'attarder pouvaient sentir une énergie étrange, la présence des événements qui avaient jadis ébranlé le monde de l'espionnage international. Chaque fois que je passais devant les Montagu-Mention, je repensais à cette nuit fatidique, à l'intervention de minuit, à la lutte silencieuse dans le hall, aux révélations qui s'ensuivirent. Je ne pouvais m'empêcher de penser que, d'une certaine manière, l'immeuble était devenu le témoin muet d'un grand récit de conspiration cachée. Chapitre 15. L'aube d'un nouveau jour. Les années passèrent, et je continuais de collaborer avec Poirot sur de nouvelles affaires, chacune aussi complexe et déroutante que la précédente. Pourtant, l'affaire des Montagu-Mention demeurait gravée dans ma mémoire, un cas qui avait débuté par une simple conversation sur la recherche d'un appartement pour se terminer par une cascade de révélations qui avait redéfini notre compréhension de la confiance, de l'identité et de l'espionnage international. Un matin frais, alors que nous prenions notre petit déjeuner dans notre appartement, Poirot déclara « Hastings, chaque affaire n'est qu'un reflet de la condition humaine. Les ombres que nous poursuivons sont à la fois littérales et métaphoriques, et chaque secret découvert nous rapproche un peu plus de la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. » Je souris, savourant la lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre. Bien que le monde se complexifiait sans cesse, avec de nouvelles menaces surgissant et d'anciennes conspirations refaisant surface, j'avais appris que la lumière de la vérité finit toujours par percer, ne serait-ce qu'un instant fugace. Épilogue, l'éternelle danse des secrets et de la vérité. En définitive, l'histoire de l'appartement bon marché aux Montagu-Mention n'est pas seulement celle d'une supercherie ou d'un réseau d'espions. C'est une ode à l'ingéniosité humaine, à sa résilience face aux forces du mensonge, une preuve que, même face aux mystères les plus insondables, la lumière de la vérité finit toujours par triompher. On dit que dans chaque moment ordinaire se cache le potentiel d'une révélation extraordinaire. Les événements qui se sont déroulés dans cet appartement nous rappellent que chaque ombre renferme une histoire, et que même le nom le plus commun peut dissimuler des secrets d'une ampleur insoupçonnée. Ainsi, avec chaque aube nouvelle, Londres se réveille au rythme de ses mystères, et le souvenir de ces nuits révolues demeure un rappel silencieux que, dans la danse entre secret et vérité, la dernière marche appartient toujours à ceux qui osent chercher la lumière.